À la veille des élections, les alliances en politique se font et se défendent, madame, monsieur. Bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine Duel qui vous aide à comprendre ce qui se passe sur la scène politique, mais également dans toute la société congolaise. Vous le savez, c'est depuis un certain temps que l'actualité reste dominée par ces retraits de Martin Fayulu et son parti. Et bien évidemment, sa plateforme aussi, la Mouka, est concernée par cette décision. Une décision qui n'a pas arrangé plusieurs de ces cadres qui, pour certains, jugent cette décision d'un peu égoïste dans la mesure où ça ne favorise pas les nouvelles énergies qui sont en train de monter et qui ont besoin eux aussi de s'affirmer sur la scène politique. Vous comprenez qu'il y a des remous au sein de cette famille politique de l'ancien candidat à l'élection de 2018, Martin Fayulu. Nous allons parler avec mes invités. Il y a également le dossier Matata. Après avoir déposé sa plainte contre le président du Sénat, Modeste Bahati, l'homme a décidé encore de récuser le procureur parce que pour lui, ce dernier est des mèches avec ses adversaires politiques. Encore une fois de plus, bonjour à vous tous qui nous suivez et bienvenue sur ces plateaux que je vais partager avec mes invités de marque. De ma droite, je commence avec cette dame qui va célébrer son anniversaire demain, Madame Linda. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci. C'est la première fois de vous recevoir sur ces plateaux des duels. Merci. Alors, comment vous allez? Je vais bien, je vais mieux. J'étais malade, je suis en convalescence, maintenant ça va mieux. Ah, ça va mieux. Merci beaucoup d'être venu, Monsieur Gandhi. Vous le connaissez, il est un habitué de ces plateaux. Il va les partager aujourd'hui avec Madame Linda, Monsieur Gandhi. Bienvenue à vous également. C'est un plaisir non seulement de vous rencontrer au niveau du plateau, puisqu'on se rencontrait toujours en dehors. Vraiment. Et puis heureux aussi de rencontrer Madame Linda Ndundu. J'ai toujours suivi plus ou moins parmi les personnalités que j'ai suivies pendant un moment, faisait partie son père, Monsieur Ndundu. Ah oui, que nous saluons en passant, le patriarche José Ndundu. Voilà. Il n'est pas seulement politique, c'est aussi un grand entrepreneur. Ouais. Alors, je vais très vite vous poser cette question, je vous l'adresse à vous deux. Vous êtes observateur avant tout, vous observez ce qui se passe sur la scène politique. Lorsqu'un leader se lève un matin et décide de ne pas participer aux élections pour des raisons que certaines personnes jugent non fondées, au point de se retirer du processus électoral, comment est-ce que vous analysez cette décision? Parce que pour certains, en tout cas, le petit qui montait là déjà, ils seront stop et net. Donc, allez-y comprendre. Je parle bien de Martin Fayulu. Comment est-ce que vous avez accueilli cette décision? Je commence avec Madame Linda. Vous avez suivi la déclaration de l'ancien candidat à la présidentielle, Martin Fayulu, qui a décidé parce que lui, le fichier n'inspire pas confiance, le fichier électoral. Comment est-ce que vous analysez cette décision déjà? Pour moi, c'est un peu le même scénario que ce qui s'est passé en 2018. Il ne fallait pas aller avec la machine à voter. Et puis subitement, en dernière minute... Donc vous pensez qu'il peut se rebuffer à tout moment? Oui, ça c'est la première chose. Il peut changer d'avis à tout moment. Okay? Comme de toute façon, il ne se présente pas pour la députation nationale. Et que c'est maintenant qu'on enregistre, je pense, ces candidats-là. Est-ce que lui va... la candidature présidentielle, c'est maintenant qu'on la dépose? Non, c'est dans quelques... voilà. Donc, effectivement, moi, je trouve que l'opposition, en général, est une opposition où tous ces leaders sont concentrés à devenir président. Ils ne sont pas concentrés à donner un nouveau leadership politique pour la RDC. Et ça pose problème parce que c'est quoi leur objectif quand ils vont devenir président? S'ils ne permettent pas à leurs jeunes qui sont dans leur parti, qui les soutiennent, qui font le combat tous les jours, de monter et de devenir des députés, pourquoi ils veulent devenir président? Ça veut dire qu'il y a un autre agenda. Mais c'est lui quand même le papa de la maison quand il trouve que ces processus n'inspirent pas confiance dans la mesure où du jour au lendemain on peut aller se faire arnaquer, comme il a souvent parlé du hold-up électoral. Oui, mais le faire d'abord sans en parler avec sa base. Non, mais il semble qu'ils en ont parlé.
le directoire du moins a été le directoire, consulté. Donc c'est toujours la même chose. Il faut une nouvelle classe politique. Une classe qui prend en considération les jeunes. On ne peut pas toujours avoir des générations sacrifiées. Et ces personnes sont venues, il s'est présenté à différents mandats. À Salavi Naye, il était devenu, je crois, CEO d'une société multinationale ou représentant dans un pays. Il doit aussi laisser à la jeunesse qui a décidé de faire carrière en politique la possibilité d'être... C'est un ouf des soulagements pour l'Union Sacrée parce que c'est le seul candidat sérieux qui a... En tout cas, qui pouvait faire face à... Quel ouf de soulagement. Quelqu'un qui ne sait pas remplir... la taille de Martin Fayulu, quel poids lourd, il n'est pas capable de... Mais il y a des poids à sabrer. Hein. Des enfants d'une université sont capables de remplir la rue de 500 jeunes. Il n'est même pas capable de remplir la rue de 100 jeunes. On a vu le sit-in. Vous êtes dans votre casquette des communicatrices. Oui. Sacrée, je le respecte. Mais je te dis... Cette décision, vous êtes de même avis qui pense que M. Fayulu peut à tout moment changer, évoluer, ou vous pensez que c'est vraiment une bonne décision d'un leader qui s'affirme parce que on sait comment est-ce que ça commence par moment, peut-être ça va peut-être pas arranger les choses à la fin. Mais je crois pour l'essentiel, Madame Linda dit ce qui est vrai, qu'on est habitué avec ce M. Fayulu dire une chose et son contraire. Ah bon? C'est une décision à l'emporte-pièce. C'est une décision qu'il a prise comme ça, alors qu'il y a quelques mois, c'était parmi les premiers à se déclarer candidat à la présidence de la République. Comment du jour au lendemain tu as déclaré, il y a une partie de la population qui sont derrière toi, qui t'ont suivi, et à un moment donné, tu leur fausses compagnie. Ça pose un problème. On ne peut pas faire confiance à ces gens de personnalités qui peuvent mettre le pays en danger. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. S'ils ne savent pas ce qu'ils veulent pour eux, comment est-ce qu'ils peuvent savoir ce qu'il faut pour le pays? Ça pose un problème. Vous avez dit que c'était le seul candidat à même de pouvoir affronter le président de la République. Moi, j'ai dit non. Il est sorti deuxième après. Non, puisque les élections, ce n'est pas seulement la popularité, mais c'est aussi les moyens. Les moyens non seulement humains, des gens qui sont derrière vous. Ça, il en a. Madame Linda a dit qu'il était incapable d'aligner 500 jeunes dans la rue. Mais il faut aussi... Ça, c'est elle qui l'a dit. Et le côté humain, sacrée, on ne peut que dire ça. Au-delà de ça, les élections, c'est aussi des moyens financiers. C'est un leader important. Il peut avoir des partenaires qui vont le soutenir. Mais le soutenir, qui les soutenait avant? Bemba et Moïse qui l'ont soutenu pour avec les choses qui ont évolué, il a peut-être des soutiens extérieurs qui peuvent venir à l'aide aussi. Bemba avec Tshisekedi ne peut pas jouer double jeu. Et Moïse veut prêcher pour sa chapelle. Okay. Et c'est qu'il y a des bonnes guerres, normalement. Mais je pense que c'est aussi au-delà de ce que Mme Linda a dit, la désillusion après Lubumbashi. Il sait que Moïse va aller aux élections. Si Moïse va aux élections, donc lui n'aura pas de moyens pour pouvoir y aller seul. Moïse va aux élections. Aujourd'hui, quand on regarde tous les paramètres de la politique, même si on le fustige sur d'autres plans, Moïse est le mieux placé parmi ses opposants-là. Mais quand vous dites, quand vous dites ça, vous pensez vraiment que Martin Fayulu n'a pas assez de courage pour sortir par la grande porte ou carrément être sportif au point de concéder sa place à Moïse? Mais il n'avait qu'à dire les choses ouvertement. C'est ce que je demande. Quand vous dites si c'était un homme d'État au nom de la République, si le peuple est en danger, moi, je peux laisser la place à celui qui peut mener à bon port ce pays et cette population. Mais s'il ne l'a pas fait, c'est pas un homme d'État. Non, mais il est convaincu c'est lui la bonne personne que le Congo attend, ou c'est lui la personne vraiment qui peut tenir tête à toutes les forces obscures, mais seulement il veut que ce soit bien fait. Vous croyez qu'ici, dans cette République, c'est pas moi qui crois. Je parle de Martin Fayulu. C'est une façon de parler. Est-ce qu'une seule personne peut gérer ce pays? Ce pays, certes, il faut un président de la République. Le président seul ne peut pas tout et partout. Pour qu'un président de la République soit un grand président de la République, il faut qu'il soit bien entouré par des gens qui ont un savoir-faire et un savoir-être. Ce qui, d'ailleurs, manque beaucoup. Si le régime actuel est en difficulté, est en retard, même si au niveau de la note, contrairement à ce que beaucoup disent au niveau des médias, ce régime ici a fait un bon
qu'on peut apprécier en disant pouvait mieux faire. N'eût été le fait d'être bloqué pendant les 2 premières années par le FCC, n'eût été le fait que dans son entourage, il y a eu aussi des brebis galeuses, il aurait pu mieux faire. Mais le peu que le régime a fait, je pense, quand ils feront les bilans d'ici 3 ou 4 mois, non, il y aura quand même une embellie au niveau de la République, puisqu'on passera d'abord par des indicateurs économiques. Là, on ne peut pas tricher. Des indicateurs économiques, socio-économiques et autres. Merci. Donc, alors, Madame Linda, je crois que cette décision de Martin Fayulu, on a une jurisprudence. En 2006, Etienne Tshisekedi avait décidé, lui aussi, de ne pas... mais lui, c'était d'abord de ne pas s'enrôler, ce qui est différent de Martin Fayulu qui s'est déjà enrôlé, et donc il peut à tout moment s'est présenté. Mais avec Tshisekedi, c'était on ne s'enrôle pas. Et puis plus tard, quand ils se rendent compte que c'était compliqué pour eux, ils ont demandé la réouverture ou qu'on relance les opérations d'enrôlement, ce qui n'a pas été facile ou chose qu'ils ne pouvaient pas avoir à cette époque-là. Et on sait que cette décision avait apporté au sein du parti UDPS. On a vu des départs, d'entre autres FPS Aïba, il y a des Boumanza, j'en connais beaucoup et de meilleurs. Je pense aujourd'hui que Fayulu, au regard de cette décision et des remous qu'on voit déjà au sein de son parti, est-ce qu'il risque de reproduire la scène de 2006 que l'UDPS a connue? En tout cas, quand il a fait son annonce, j'ai trouvé ça bizarre, parce que je me suis dit que même s'il n'a pas les moyens financiers, on a tous connu ça, j'ai vu ça dans le PDC. Il y avait un budget pour un certain nombre de députés, mais on aidait à financer les députés qui n'avaient vraiment pas les moyens, mais d'autres députés qui étaient convaincus vendaient peut-être une maison, une voiture, faisaient un prêt pour pouvoir se présenter sous le label du parti politique. Et là, c'est bizarre. Non, mais c'est-à-dire que il pas que ça soit une question liée aux moyens. Fayulu, c'est quand même maintenant. Il faut se mettre d'accord que depuis 2018 jusqu'à présent, Martin Fayulu a pu convaincre un bon nombre de partenaires qui peuvent aujourd'hui miser sur lui. Non, mais le problème, c'est son attitude, c'est son comportement. Il est reconnu comme conflictuel. Vous parlez de la Mouka. La Mouka est vide. Il n'y a que les CID. Il y a un autre parti qui est resté. Un autre leader, donc il a pris le label La Mouka, il l'a vidé. C'est-à-dire que là encore vient un problème de conflit. Pourquoi ne pas dire qu'il soutient Moïse Katumbi, par exemple? Il a une base, il soutient Moïse Katumbi. Et je suspecte qu'en fait, peut-être c'est la proposition qui glissait, que Moïse Katumbi voulait lui proposer que deviens ensemble. Et que lui, en fait, ne voulait pas peut-être que son parti soit absorbé par... Alors, il sauve la face. Et c'est quand même bizarre que directement, dans ce bloc, c'est dans ce bloc-là qui avait été créé, c'est quand même bizarre qu'au moment où Martin Fayulu annonce, directement, Olivier Kamita tout fait un message pour confirmer qu'ils vont aux élections. Mais je le répète. Et puis, je le répète, ça manque de considération pour les jeunes et les leaders de son parti. Okay. Et autre chose aussi, ça va faire 2 fois qu'en fait Martin Fayulu ne respecte pas l'Assemblée nationale, ne respecte pas le Parlement. Bon, déjà, il avait gagné, il n'y va pas, il est payé, il n'y va pas. Non, mais il décide de renoncer. Mais c'est la représentation du peuple, monsieur. C'est la représentation. Il y a la représentation. C'est la représentation. Les gens ont voté Martin Fayulu. Ils n'ont pas voté le suppléant. Non, mais parce que lui est toujours à la recherche de sa vérité, des yeux. C'est un manque de respect au peuple. Vous voulez qu'il aille des élus directs du peuple. Il ne respecte pas le peuple. Et déjà, il ne fait pas confiance à cette assemblée. Comment est-ce qu'il peut aller encore siéger? Mais pourquoi il ne fait pas confiance à cette assemblée? Parce qu'elle est majoritairement il estime qu'on lui a volé sa victoire et celle de tous. Parce qu'il est majoritairement de l'Union sacrée aujourd'hui. Mais s'il positionne des gens de son parti, il pourrait être majoritaire puisque vous dites qu'il a du poids. Pourquoi il n'a pas l'audace de prouver qu'il a ce poids-là? Non, mais c'est peut-être de la surenchère politique. Il veut que finalement
Mais la meilleure façon de prouver qu'on a un poids, c'est par le nombre de députés et de sénateurs qu'on a, par le nombre de bourgmestres qu'on a. C'est là la preuve. C'est-à-dire que ce sera une seconde preuve que, soi-disant, il était le président élu. Mais pourquoi, au bout de 4 ans, 5 ans, il a peur qu'on sache exactement pour chacun de ses députés, chacun de ses sénateurs, chacun de ses bourgmestres ou chefs territoriaux. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va vraiment montrer. Là, c'est vraiment localement. Chacun va montrer que Bissot, Tolingba député, a failli. Mais écoutez, madame, vous êtes un peu trop dur avec lui. Moi, je crois peut-être au nom de l'honneur, au nom de son respect, de sa crédibilité. Quand il trouve que ces processus est bâclé, vous voulez vraiment qu'il y aille pour se salir les mains et puis qu'on dise que ben voilà, il n'a pas été élu? En politique, on n'a pas affaire à des enfants de maternelle. Vérité des urnes, en politique, on n'a pas affaire à des petits-enfants de l'école primaire ou des maternelles. On se lance. On dit qu'on est un leader, on se lance et on prouve. Combien d'années il a fallu à Étienne Tshisekedi de se positionner? Combien de risques? Et après, le fils ici, on a vu tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Étienne Tshisekedi a commencé la position un peu jeune par rapport à Martin Fayulu. Actuellement, mais voilà. Vous le voyez rester 20 ans dans l'opposition. C'est là où je me pose la question. C'est que comment vous pouvez penser que vous avez eu plus de votes qu'une famille qui a posé son nom partout? Est-ce que vous savez qu'en zone rurale, en 2018, il y avait encore des villages qui croyaient que c'était Mobutu qui était président? Pourquoi Kabila passait dans les villages? Et quand on sait que Mobutu est président, donc on sait que l'opposant historique de Mobutu, c'est qui? Tshisekedi. On ne voit pas Mobutu dans les bulletins de vote. On voit Tshisekedi. On va voter Tshisekedi. Fayulu, c'est qui dans les zones rurales? C'est qui? C'est qui dans les zones rurales? Vous niez ici le poids. Mais oui. Parce que s'il a eu l'Équateur ou des votes en Équateur, c'est Jean-Pierre Bemba à Vauch, il a donné un poids. S'il a eu dans un... Moi, je vous dis, vous dites qu'il a un poids. Prenons tous les documentaires, tous les TV5, les sit-ins, les marches, les ceci, les cela. On voit le 20. Ils étaient une quarantaine, cinquantaine. Ils ont dû prendre un enfant de primaire pour l'inciter, comme les Kadogo, à jeter des pierres. Et c'est lui-même qui a dit aux gens, jetez des pierres. Donc, non seulement vous n'êtes pas capable de remplir la rue, quand vous venez, c'est avec vos voitures super luxe et tous vos gardes du corps, mais après, comme les gens ne vous ont pas suivi à la marche, eh bien, voilà. Et la marche du 24 est annulée. C'est le 25. Après, ce sera... Non, mais ce n'est pas lui qui a annulé, encore moins ses sociétaires, c'est plutôt l'Hôtel des Villes qui a pris une décision de reporter. Oui, et dans l'entretemps... C'était leur demande, Le 25, c'était leur demande. Et dans l'entretemps, ils se sont séparés de vision. Donc, ils doivent faire des réunions, parce qu'on doit savoir, la prochaine marche, ils vont continuer de marcher ensemble. Alors, nous allons parler également des arrestations, mais également des cas de perquisition que nous avons... que nous apprenons de par-ci, par-là. Il y a les deux opposants au président Félix Tshisekedi qui ont été arrêtés. D'abord Salomon Kalonda et puis Franck Diongo. On revient un peu à la case départ là. Finalement, ceux qui disaient que rien n'a changé ou carrément Tshisekedi est devenu dictateur avaient donc raison de le dire. Parce que là, on ne comprend plus rien. Tout le monde est un peu... aujourd'hui, d'ailleurs, il y a beaucoup d'invités que j'essaie d'appeler, ils disent non, nous sommes mis sur écoute et tout, on est en train de nous filer, voilà. C'est quoi cette histoire? Pourtant, Tshisekedi, c'est quand même un bon élève de l'école de la démocratie et de l'état des droits. À quoi rime tout ce à quoi on assiste aujourd'hui? D'abord, Salomon Kalonda, de quoi est-ce qu'on lui reproche? Et puis Franck Diongo après. Bon, d'abord, Salomon Kalonda. Bon, moi, je vous défie d'aller à l'aéroport des États-Unis avec une arme. Ouais. Aller en Belgique avec une arme. Mais il n'était pas armé. Aller en Chine avec une arme dans l'aéroport. Les avocats étaient là. Non, mais des avocats qui ne sont pas là au moment de l'arrestation. Cette arme, il semble-t-il. Mais non, puisque je pense que quelqu'un a reconnu. Matata a dit que l'arme... C'était l'arme que Salomon avait à l'aéroport. Si. L'arme qu'on cherche à lui attribuer. Non. Faussement. Le 20,
le 20, ok, on a vu des images d'un garde du corps qui avait une arme. Ouais. Ok. Après, et il avait perdu cette arme le jour du sit-in. Le jour du sit-in, soi-disant par la suite, on nous dit que il y a une arme qui a été perdue. Ouais. Ok. Mais qui a fait le commentaire sur l'arme perdue? C'est Matata Pognon. Ok. Et il a répondu par rapport à l'accusation d'arrestation à l'aéroport, comme quoi Salomon avait une arme. Donc si Salomon n'avait pas d'arme, pourquoi Matata Pognon a dit que c'est l'arme qui était tombée dans le sit-in? Donc en voulant couvrir Salomon, l'opposition a prouvé que quand on l'a arrêté à l'aéroport, il avait effectivement une arme. Maintenant, est-ce que cette arme, c'est l'arme dont Matata Pognon parle? Je ne sais pas. Mais il a confirmé que effectivement, Salomon avait une arme à l'aéroport. Est-ce que détenir une arme peut avoir un lien avec le M23? Parce qu'on parle un peu du M23, Mais forcément, si vous êtes déjà dans le collimateur, c'est-à-dire si vous êtes déjà dans le collimateur des gens, ok? Depuis un certain temps. Moi, je peux dire que l'administration Tshisekedi, en ce qui concerne les arrestations et les enquêtes, ils agissent un peu comme les Américains. Les Américains, ils font des enquêtes, ils peuvent même mettre des infiltrés pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois. On est sur écoute, on est filé, on est sur surveillance. Et mais est-ce que ce n'est pas aussi violer la liberté des certains droits des citoyens? Non, ça fait partie ou sinon on n'est pas sécurité, on n'est pas service secret. Les services secrets n'ont pas les mêmes droits et obligations que la police. Donc, ils peuvent se permettre de violer les droits. Mais oui, partout dans le monde, c'est comme ça. Partout dans le monde, c'est comme ça. Si les services secrets vous tombent dessus, les droits ne sont pas les mêmes et les obligations ne sont pas les mêmes que la police. Regardez le KGB, regardez le FBI et la CIA. Si vous avez des problèmes avec le FBI et la CIA, même la police ne peut pas faire valoir un droit. Il y a une autorité, une compétence de territorialité, de droits et d'obligations. Très bien. Monsieur Gandhi, Salomon Kalonda a été arrêté pour sa famille politique. En tout cas, c'est de l'arbitraire. On retombe dans le même pratique du régime Kabila que Félix Tshisekedi, à son temps opposant, avait vraiment condamné avec la dernière énergie. Aujourd'hui, on commence selon toujours sa famille politique, on est en train de chercher à faire un montage, ok, à coller, à coudre un peu avec un fil blanc sur un tissu noir. Oui. Alors, comment est-ce que vous expliquez qu'un brillant élève de l'école de la démocratie devienne un dictateur et reproduise les mêmes erreurs de son prédécesseur, que lui avait condamné à son temps? Difficile. On est sur un fil de rasoir, comme on peut dire autrement. Madame Linda a esquissé quelques raisons. Pour des raisons d'État, à tout moment, on peut, s'il y a des soupçons ou s'il y a des éléments qui prouvent ou qui démontrent que tel individu peut avoir des liens avec telle ou telle personne, sans pour autant, au préalable, savoir quel genre de lien. Il faut mener une enquête. Je pense qu'une enquête était menée. Au-delà du fait qu'il possédait une arme au niveau de l'aéroport, on a décelé aussi dans son appareil téléphonique qu'il y avait des contacts. Mais c'est aussi ça qui discrédite un peu ces procès ou carrément cette procédure enclenchée. Parce que l'instruction doit être secrète. Mais comment est-ce qu'on sait déjà qu'il y avait ceci dans son téléphone? Sur le principe, l'instruction doit être secrète. Ben oui. Mais vous connaissez la façon d'être des Congolais. Vous le savez. Même, c'est pas seulement propre aux Congolais, même ailleurs, il y a de fuites. Il arrive qu'il y ait de fuites. Des gens vendent des informations. Les gens, des fois même... Non, mais d'abord, l'OPJ a communiqué de la début. Là, c'est une autre question. On peut revenir là-dessus sur le fait de fuite, etc. Est-ce vrai que dans son téléphone, il y avait des adresses, des coordonnées, des gens, notamment au niveau du Rwanda, avec quelques généraux de la rébellion M23, etc. Il y a ces indices-là. Si non, mais ces indices, on ne sait pas nous les prouver. Parce que déjà, on a même suivi un jeune qui serait en cavale, qui dit qu'il a été contacté par les services pour qu'il témoigne faussement contre Moïse Katumbi. Aujourd'hui même... En contrepartie, il devrait recevoir avec $1 million. Aujourd'hui, ça peut être des spéculations. Nous, on table juste sur les faits. Avait-il, oui ou non, un revolver, une arme
sur lui. Mais je ne crois pas que la loi interdise. Je crois pas que la loi interdise à un tiers d'avoir une arme. Non, ça n'interdit pas, il faut une autorisation. Ça interdit, la loi interdit. Au contraire, la loi interdit. N'interdit pas, exception, oui. Voilà. Il faut avoir une autorisation, oui. Mais est-ce que lui, il avait l'autorisation? Mais ça a vérifié. Mais c'est quand même quelqu'un... Mais excusez-moi. Ouais. À l'aéroport, c'est interdit, si vous n'êtes pas un agent de l'aéroport, d'avoir une arme. Ouais. Tout comme dans les bureaux de la CENI, c'est interdit de rentrer avec une arme. Okay. Il y a des lieux... Non, mais on a... alors il faut comment le faire? Parce que là... C'est interdit. C'est interdit dans tous les aéroports du monde. C'est-à-dire qu'il pouvait rentrer dans l'aéroport, apaiser téléphone Nayen à Motomoko pour assassiner quelqu'un d'autre. Il devait déclarer. Il devait avoir... C'est partout dans le monde. Il embarquait à bord d'un jet. Nous avons vu les tours. Ça ne change rien. Il est passé par le lieu public. C'était un danger public pour les gens. Vous imaginez que c'est tiré sur les gens au rayon sans qu'on détecte qu'il avait une arme sur lui? On a détecté et c'est pour ça qu'on a appelé les gens qui sont venus. L'autorité française de l'opposition aux États-Unis à l'aéroport Kennedy. On a trouvé qu'il avait une arme. On l'avait bloqué là. On l'a bloqué. On ne Donc, peut pas. C'est des lieux stratégiques. Le problème ici, c'est la tournure qui prend cette affaire. Ah, d'accord. Si ce n'était qu'une affaire d'armes, on se serait arrêté là et puis mais il s'avère que on les sanctionne. Quand on t'arrête comme ça avec une arme, tu es contrevenant. On va aller plus loin. Tu es considéré comme terroriste. Qu'est-ce que tu fais? Quels sont tes contacts? Quel genre de contacts, etc. Vu qu'on est un État, on peut dire entre guillemets en guerre, on peut pas laisser ce genre de choses, même si c'est minime pour vous ou pour certains citoyens. On doit essayer de voir à peu près en quoi ça pouvait servir. Et il est là en relation avec qui? C'est pour ça qu'on a décelé des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Il y a eu une enquête que sa famille politique rejette en bloc, on pense que c'est un sabotage. Un sabotage. Mais les gens qui disent que c'est un sabotage, ils doivent le prouver devant la justice, puisque c'est en cours. L'instruction est en cours, il a des avocats. S'il s'avère qu'il était dans son bon droit d'avoir cette arme et qu'il y a eu des choses dites qui n'étaient pas vraies, mais il sera libéré. Et puis le problème, c'est que l'arme, c'est quel type d'arme? Et Matata Ponyo a confirmé que c'est une arme que normalement son garde du corps, qui est un militaire affecté à sa protection, a. Donc non seulement il n'a pas une arme normale que tout civil peut avoir et faire rentrer une demande d'autorisation de port d'armes, il avait sur lui une arme de guerre. Et ça, c'est l'opposition qui a confirmé que l'arme qu'il avait lorsqu'on l'a arrêté à l'aéroport n'était pas une arme que tout civil peut avoir. L'opposition n'a pas dit ça. Matata Ponyo bloc avec Katumbi. Madame Linda, il dit plutôt que l'arme qu'on cherche à attribuer à Salomon appartient à son appartenait à un militaire. Ils avaient perdu cela. On cherche. Il n'a pas affirmé que Salomon détient l'arme. Non, il a dit, c'est perdu. L'arme qu'il a, c'est l'arme de mon garde du corps parce qu'il avait perdu lors du sit-in. Ok, il l'a dit. Il fait partie du bloc. Il est avec Moïse Katumbi. Salomon est le conseiller de Moïse Katumbi. Donc c'est quelqu'un de l'intérieur de cette opposition qui a confirmé. J'ai demandé également à M. Gandhi si c'était une affaire d'armes, comme on veut bien le faire croire, parce que jusqu'ici, on ne sait pas à qui faire confiance ou à qui croire, parce qu'il y a beaucoup de versions autour de cette histoire d'armes. Si ce n'était qu'une affaire d'armes, on se serait arrêté là. Puis sanctionner l'individu et passer à autre chose. Lorsqu'on voit en tout cas la tournure que prend cette affaire, on est tenté de croire que c'est de l'acharnement, excusez-moi. Oui, bon, d'abord, moi j'aimerais quand même vous dire que quand vous parlez du président de la République, alors vous dites il est devenu dictateur. Mais c'est ça attendons que les élections est en train de dire. Non, la réalité de la dictature. On a suivi même la mère non, ce sont des bavures peut-être, mais ça ne veut pas dire qu'il y a de la dictature. Ce qui montre qu'il y a la dictature, c'est qu'il n'y a pas d'élection.
Ok, ça c'est un des... Ni de liberté d'expression. Ni de liberté d'expression. Ils sont libres de s'exprimer. Kabila a organisé les élections, vous avez tout le temps chanté qu'il était dictateur. Mais vous savez qu'il a glissé 18 ans. Est-ce que la Constitution prévoyait 18 ans 18 ans, vous savez les contextes. Est-ce que la Constitution... Pourquoi est-ce qu'il est resté là 18 ans? Mais donc c'est de la dictature. C'était de la dictature. Non, mais c'était d'abord la transition et puis... Non. Il y avait une constitution qui existait quand ils sont arrivés, ok? Ils sont arrivés en termes de libération avec des militaires, ok? Et puis, les premières élections, on sait ce qui s'est passé. Bien sûr, il y avait une certaine liberté d'expression. On peut pas dire que sous Kabila, on avait on n'avait pas c'est-à-dire on avait les libertés que Mobutu ne donnait pas. On avait les libertés. Vilipendé, mais... Moi, j'étais une pro-Kabila et j'aime beaucoup Olive Lembe. Okay. Donc, il faut laisser... Vous êtes converti, vous avez traversé... Non, moi, je donne le bénéfice du doute. C'est-à-dire que je suis pour, en général, le chef qui est en place. En tant que chrétienne, on dit, bon, il faut respecter les autorités du pays. Et donc, ça fait partie de mes principes. Je dis que si Dieu élève une personne à un poste, eh bien, on doit respecter le fait que Dieu a permis que cette personne soit à ce poste. Et il faut donner le bénéfice du doute. Il avait des grands projets, mais malheureusement, au bout de 18 ans, on voit que c'est un bilan, qui n'est pas positif. Voilà, c'est une montagne qui a accouché d'une souris. Lui-même a dit qu'il avait besoin s'il avait pu avoir 4 ou 15 ou je ne sais pas, mais il n'en a pas trouvé. Lui-même a dit qu'il n'a pas pu changer le Congolais. Donc, voilà. Mais le fait qu'on le déclare dictateur, c'est parce qu'il a occasionné un glissement. On a dû lui forcer la main. La même chose, même le 1 plus 4, c'est parce qu'il allait perdre son pouvoir. Toutes ces rébellions l'attaquaient à gauche, à droite, et donc c'était mieux pour lui de les intégrer, pour mieux les infiltrer et pour mieux les détruire. Revenons à ce dont il est question ici. L'inquiétude, c'est en tout cas, c'est un peu ces cocktails-là, de toutes ces arrestations, les perquisitions dans le... On va parler des perquisitions qui ont été menées dans différents domiciles des opposants. Mais Franck Diongo aussi, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pourtant Tshisekedi qu'il a libéré de la prison, qu'il a sorti de la prison. Mais un peu avant ces arrestations, c'était l'opposition qui était en train de faire sortir des vidéos de Franck Diongo. Franck Diongo était en train de dire des choses qui n'étaient pas très favorables pour cette opposition. Et puis c'est un grand leader. Pourquoi on l'a mis à part? On a choisi Denis Sesanga, mais lui, pourquoi on l'a mis à part? Lui, il est allé en prison. Lui, il est la preuve que non, vraiment, il y a eu des choses qui se sont passées. Mais c'est ça qui est quand même étonnant, ok? À quel moment il est devenu pomouche pour qu'on ne siège plus à la table de discussion? Pourquoi l'opposition l'a mis de côté? Mais bon, d'abord, pourquoi est-ce que vous l'avez arrêté? Non. Allons d'abord au début des choses. Pourquoi cette opposition a mis Franck Diongo de côté? Et pourquoi aujourd'hui, comme par hasard, quand on arrête Salomon Kalonda, il semblerait qu'il est Afundi Matata Pognote, Afundi Denis Sangate, Afundi Franck Diongo. Est-ce que quelque part... Comment? Mais oui, puisqu'il paraît que c'est lui qui a donné le nom, c'est lui qui a dit qu'il y avait quelque chose de suspect. Alors, vous voyez, le problème, c'est quoi? Mais on dit que c'est faux. Jusqu'ici, Salomon n'a cité personne. Que celui qui a $1 million, on dit que... Moi, je vais me fier à ce que, comme vous avez dit, le procureur est sorti, il a donné de l'information. Mais attendez. Salomon est lié directement à Moïse Katumbi. Oui. S'il y a une personne à inquiéter, c'est bien Moïse Katumbi. Mais non, puisque qu'est-ce que Franck a à voir dans cette affaire? Mais parce que Franck avait commencé à parler, Franck Diongo avait commencé à parler contre l'opposition. Donc, profiter de l'arrestation pour donner le nom de Franck Diongo et le faire arrêter, c'est logique. Donc, vous voulez dire ici que c'est un complot de l'opposition contre un opposant? Mais peut-être, il ne va pas donner Moïse Katumbi, il ne va pas donner Matata Pogno, il ne va pas donner Denis Sesanga. Et en même temps, ça crée des problèmes à l'administration Tshisekedi parce que par rapport aux propos qu'il va dire, on va arrêter quelqu'un. Mais M. Gandhi, vous venez de suivre Mme Linda. Est-ce qu'on peut croire à sa théorie, c'est-à-dire qu'un opposant fomente un coup contre un autre opposant pour discréditer le pouvoir? C'est pas croire ou ne pas croire à Mme Linda, c'est confirmer l'imbroglio qu'il y a dans ce pays, que ce soit du côté du pouvoir, que ce soit du côté de l'opposition. Pire encore du côté de l'opposition. Parce que l'opposition
elle est disparate déjà au départ. Je ne sais pas si on les appelle opposants, puisqu'il n'y a pas un autre terme. En fait, ce n'est pas vraiment des opposants. Est-ce qu'il y a eu déjà des opposants en dehors de ce que nous avons connu à l'époque d'Étienne Tshisekedi jusqu'à ce que l'UDPS prenne le pouvoir? Est-ce qu'on a connu réellement une opposition? C'était des gens qui, d'une manière ou d'une autre... Mais Tshisekedi a fait pire que ce que fait Fayoul aujourd'hui. À savoir? Ben, on a vu le militant de l'UDPS brûler des... Non, mais c'est pour ça que j'ai dit que l'opposition que nous avons... Ils étaient trop critiques et très sévères avec notre régime. Linéaire, de manière continue, c'est l'UDPS. En dehors de l'UDPS et de Etienne Tshisekedi, moi je n'ai pas connu un vrai opposant. Parce que ces gens, le matin, ils étaient opposants, à midi, ils allaient manger avec le pouvoir, et le soir, ils devenaient des extrémistes pour... Mais Fayoulou ici, c'est lui qui incarne un peu ce tshisekedisme dur. Il n'a jamais été avec Tshisekedi fils dans les... C'est une fuite en avant, c'est une fuite en avant. Autant à l'époque de Kabila, les élections, on peut dire que ce n'étaient pas des élections contrôlées par le peuple, c'était des élections contrôlées par Nanga et le pouvoir. D'accord. On choisissait. Mais aujourd'hui, avec les règles nouvelles qu'on a mis en place, on peut contrôler les élections à partir de chaque bureau de vote. Alors, essayez un peu. On demande à ce qu'il y ait des témoins dans chaque bureau de vote pour contrôler. Mais pourquoi il a peur au moment où on peut contrôler le vote avec des PV à la fin des élections, etc. C'est là qu'il fallait aller avec courage en disant si le peuple est derrière moi, ça se verra au niveau des urnes. Parce que j'aurai des témoins dans chaque bureau de vote qui va contrôler, etc. Très bien, ça on a déjà compris, mais dites-nous. Mais lui n'a pas compris. Dites-nous, bon. Il dit que non, le pouvoir veut tricher. Bon. Veut nommer les gens à la place. Ce qu'on cherche à comprendre, c'est les liens qu'il y a entre. Parce que, à en croire Madame Linda, il y a bien évidemment un lien entre l'arrestation de Salomon Kalonda, c'est lui qui aurait cité ou qui aurait donné le nom de Franck Diongo pour qu'il soit lui aussi à son tour arrêté. Aujourd'hui, moi je ne peux pas dire des choses là-dessus puisque je n'étais témoin de rien du tout au niveau de diffusion des propos des uns des autres. Ça ne fait que mettre en plus le peuple en difficulté à ne rien comprendre dans ces chimbliques. C'est un mélange, c'est une bouillabaisse, c'est un mélange détonnant auquel on ne peut pas, même la presse n'arrive pas à démêler cette histoire ou ces histoires. Allons à l'essentiel sur le pays, sur le développement du pays. On a les échéances pour les élections. Certes, au-delà des échéances, vérifions, débattons de ce qui a été fait. Ne pensez-vous pas que ces arrestations peuvent discréditer encore le processus électoral et peuvent déstabiliser le climat des affaires? Parce que quand vous voulez parler du développement, on veut bien, mais comment est-ce qu'on peut venir investir dans un pays où il ne fait pas beau vivre? C'est-à-dire, on se regarde, on peut se faire arrêter à tout moment. Il y a eu de morts d'hommes au Sénégal, hein. Ça n'a pas déstabilisé le climat des affaires au Sénégal. Non, mais on comprend que ça, c'était dans le cadre d'une marche bien organisée, une mobilisation de l'opposition. Mais ici, la déstabilisation d'un pays, c'est notamment quand il y a des propos d'un ancien de la Mouka qui se dit toujours de la Mouka, Mozito, quand il dit que les investisseurs ne doivent pas venir dans ce pays. Non, moi, je dis venant d'un homme politique, ça c'était il y a longtemps. Mais il a déjà évolué. Il y a eu 2 ou 3 arrestations. Pourquoi vous ne parlez pas de l'arrestation de Kabound? Kabound n'est pas de l'opposition. Non, mais écoutez, Kabound, on parle de ce qui est récent, en fait. On parle de ce qui est récent. Kabound, on connaît son histoire, comment est-ce que ça a commencé, puis on sait comment est-ce que les processus... Mais n'essayons pas d'étouffer l'œuf. D'évoluer, mais parlons... D'étouffer l'évolution des choses dans l'œuf. Tout ce que vous venez d'évoquer, Kabound et machin, tout ça, c'est quand même trop. C'est ce que j'appelle les cocktails ici. Oui, c'est ce qu'on peut reprocher. C'est ce qu'on peut reprocher. Il faut dire les choses vraies. Voilà. En tant que citoyen, puisqu'on n'a pas toujours tous les éléments, c'est ce qu'on peut reprocher au régime actuel. Sur un certain nombre d'aspects, des choses surtout quand ceux du pouvoir sont arrêtés pur et lâchés oui, c'est ça le comble. C'est le comble. C'est ça qui crée une distorsion entre le discours d'avant et la mise en application d'une démocratie réelle. Donc ça peut faire mal. Ça, moi, je peux le reconnaître. Donc il faudra... Le président actuel a du pain sur la planche. On a des services de sécurité. On a des services de la police qui, des fois, même l'armée, vous avez vu même le patron de l'armée défier des militaires qui, quand ils prennent des décisions,
à peine, on n'a même pas eu le temps d'appliquer. Non, il y a un problème dans notre fonctionnement, le fonctionnement de notre République, de notre État. Mais l'opposition pense que tous ces services agissent sous ordre de son chef. Non, le chef, quand je prends l'exemple... Celui qui dit, allez, arrêtez-moi celui-là. Quand je prends l'exemple de la police qui commet des bévues sur la route, c'est le président de la République. Quand les militaires sur le front, là où il faut vraiment faire l'offensive, ils reculent. Mais lorsque le président était dans l'opposition, il mettait tout ça sur la tête de Kabila. Non, mais c'est normal. C'est normal que ça soit mis à son actif. Normal, puisque ces gens-là, à l'époque, répondaient de Kabila normalement. Et vous pensez que ça a changé? Non, ça n'a pas changé totalement, puisqu'il y a encore ces gens-là, ces Rwandais, ces Ougandais qui sont encore des officiers au niveau de l'armée. Ça n'a pas changé. Pour changer, il faut complètement vous avez dit que ces gens-là répondaient directement aux ordres de Kabila. Et vous pensez que cette façon a changé avec ce qu'il dit, ça ne se fait pas comme ça? Non, puisqu'ils ne dominent pas encore totalement la machine de l'armée. Pas encore totalement. Lui qui est pourtant devenu dictateur, mais excusez-moi, monsieur, sur quelle base vous êtes en train de traiter le président de la République démocratique? Non, mais il est pseudo selon ses adversaires. Voilà, ses adversaires pensent qu'il est devenu dictateur. Donc c'est qu'on est face à une dictature démocratique. Mais non. Comment ça, démocratique? La dictature. Il y a encore la liberté. Mais et alors aux États-Unis, les policiers. Non, mais sous Kabila, il y avait toujours la liberté. Aux États-Unis, les policiers qui font du mal à la population. De médias, notamment la RTNC, un opposant pouvait aller à la RTNC dire des choses. Un opposant ou un parti d'opposition qui organisait des marches, on envoyait des journalistes filmer et diffuser sous Kabila. Alors, on a suivi. Aux États-Unis d'Amérique, quand on tue les gens dans la rue, les Afro-Américains ou d'autres personnes. Alors, ce sont des bavures. Est-ce que c'est une dictature? Quand en France, on voit la justice faire le travail. Est-ce que c'est la dictature? Mais non, des bavures policières, il y en a partout. Pendant 20 ans, l'administration ou le régime ou le pouvoir Kabila a pris des jeunes, les a mis dans la police, les a mis dans l'armée. Là-dedans aussi, il y a eu un brassage. Moi, ce qui m'étonne, c'est que ces services, pratiquement, le président de la République n'a pratiquement changé personne de place. C'est quand même bizarre que s'ils étaient si contents de Kabila avant, pourquoi quand ils vont arrêter ces gens, c'est tout. Ouais. Normalement, tu dois avoir des respects pour les gens qui t'avaient placé. Vous soulevez encore un point important. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas changé? Pourtant, il a décrié leur façon de faire. Il a décrié leur façon de faire. Vous imaginez, un chef de l'État doit mettre de l'ordre dans un pays. Il arrive. Toute l'armée a été brassée et est mordue de Joseph Kabila. Ouais. Toute la police est mordue de Joseph Kabila. Il vient et puis il dit, allez, je vous enlève tous. Il va mettre qui? Qui on a formé pendant 20 ans pour les remplacer? Non, donc vous voulez aujourd'hui, il faut gagner les policiers. On peut quand même accepter qu'il y a des bavures, il y a de l'infiltration au sein de l'armée. Avec ça, je vous parle de bavures. Mais on ne peut pas quand même cracher sur cette armée. Est-ce que je crache sur l'armée? Mais justement, vous ne pouvez pas me dire qu'il doit changer tout, et puis après maintenant vous me dites que oh non, il ne faut pas cracher sur l'armée. Vous avez parlé de ceux qui commandent le commandement et tout, de la police. Alors moi, ce que je trouve très bizarre, c'est que nous sommes passés d'une période où ceux qui se faisaient enlever, c'était les enfants du pays, c'était ceux qui marchaient, c'était les étudiants, des gens qui n'avaient pas des postes politiques. Et aujourd'hui, on arrête les responsables. Et maintenant, tout le monde dit, parce qu'ils sont politiciens, on ne peut pas les arrêter. On ne peut pas faire des enquêtes. Non, mais il faut arrêter quelqu'un. Alors, on confond les arrestations des gens de l'administration Tshisekedi qui ont fait des détournements, ok, et qui ne sont pas... Qui sont relâchés sans procès. Qui sont relâchés sans procès ou avec procès, c'est la justice. Mais ce n'est pas du même ordre. Ici, on est en train de parler de la sécurité de l'État, de la sûreté de l'État, d'avoir des connivences avec un pays, le Rwanda. Un pays, le Rwanda, qui... Mais ce n'est pas le président de la République qui dit que c'est Franck Diongo. Selon la communication de l'OPJ, de la DIRMIAP, il y aurait un coup d'État qui serait en gestation pour remplacer le président de la République. En tout cas, cette information, je la tire de vous. Avant, je l'ai mais moi, j'ai vu ça dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous pensez que Franck Diongo, vous acceptez qu'un gars,
loin de la RDC dit qu'on l'a payé $1 million. Là, vous êtes prêts à croire. Non, mais les autres informations qui sont données... Je n'accepte rien. Il faut une commune mesure. Je ne confirme rien. Donc, les politiciens qui sont arrêtés pour des détournements, ce n'est pas du même ordre que la sûreté de l'État. Que d'être soupçonné d'être avec le Rwanda qui soutient le M23. Vous êtes convaincu que Franck Diongo, qui a mené une lutte depuis très longtemps, on sait qu'il a été vraiment dans l'opposition très actif, et aujourd'hui, Franck Diongo va, même s'il est il n'est pas d'accord avec Tshisekedi, il va prendre les armes pour... Je ne pense pas. Ce que je dis, c'est que c'est quand même bizarre que quand on arrête M. Kalonda, après quelque temps, c'est Franck Diongo. Est-ce que c'est pas une façon qui n'était pas dans ce site. Est-ce que c'est pas une façon de fragiliser Moïse Katumbi? Mais Moïse Katumbi avait mis Franck Diongo de côté. Et c'est une manière de tuer un autre leader. C'est-à-dire que Martin Fayulu rentre dans l'opposition avec les 3 autres lascars. Et comme par hasard, maintenant Martin Fayulu n'ose plus faire ceci, n'ose plus faire cela. L'autre leader qui avait commencé à parler contre ce bloc patriotique-là, ok? Il a commencé, des vidéos sont passées. Comme par hasard, celui qui était peut-être en train d'émerger en tant qu'une nouvelle opposition, il faut bien comprendre ici, Moïse Katumbi n'a aucun intérêt à ce qui est des votes dispersés. Il a besoin d'éliminer tous les gens de l'opposition pour récolter les votes de toute cette opposition. Si on en croit à votre logique, toutes ces personnes sont écartées par Moïse Katumbi. Mais pourquoi on doit seulement penser que le grand stratège dans l'histoire, c'est seulement le président de la République? Mais comment est-ce que Moïse Katumbi peut encore donner des ordres pour qu'on interpelle son conseiller, qu'on interpelle... Non, il n'a pas donné... Attendez, je n'ai pas dit que Moïse Katumbi a manigancer l'arrestation de M. Kalonda. J'ai bien expliqué que M. Kalonda a fait quelque chose que n'importe quel citoyen dans le monde ne peut pas faire. On ne peut pas traverser un aéroport avec une arme sans avoir déclaré cette arme. Ce n'est pas acceptable. On ne peut pas rentrer même dans un jet privé. Vous passez par l'infrastructure où il y a des gens qui peuvent être en danger. Une personne ça peut mettre la panique parce que si les douaniers ont remarqué l'arme, quelqu'un d'autre peut remarquer l'arme et commencer à crier et les gens se bousculent et il y a un drame. Alors on va clore ces dossiers. Vous avez un mot à placer par rapport à ce qu'elle vient de dire? Il y a à attendre simplement la fin des enquêtes, que les choses soient élucidées et que nous démontrent réellement si Diongo était dans un groupe qui tentait de réaliser un coup d'État ou non. Mais laissons la justice essayer de suivre son cours et puis on verra, on débattra peut-être par la suite. Pour le moment, ce ne sont que des spéculations. Ce ne sont que des spéculations. Alors, le processus électoral actuellement est vraiment discrédité de partout. Il y a la Senco qui s'est prononcée à travers son secrétaire général, M. Labencholet, qui a fait un communiqué pour relever un peu les couacs. Non, c'est pas le cardinal. Le secrétaire général de la Senco, monsieur Labencholet, qui a vraiment communiqué sur ce processus électoral. Ouais. Mais bien évidemment, aussi la candidature de Matata Pogno qui est sur la balance, tout le temps inquiété par la police, la justice, j'allais dire. Vous ne pensez pas aujourd'hui que ces processus méritent d'être stoppés un moment pour qu'on essaie un peu d'entendre les voix des uns et des autres et qu'on aille à des bonnes élections? Les bonnes élections, on verra sur le terrain, c'est pas dans la spéculation de messages des uns des autres. Non, mais lorsqu'il y a des voix qui s'élèvent déjà, les voix qui s'élèvent, il y a danger, on alerte, et que vous faites la sourde oreille. Pensez pas. Si on parle de Katumbi, moi je dis, je peux encore, d'ailleurs le président lui-même, c'est le premier qui a protégé Katumbi. Si le président n'avait pas, dans ses propos, protégé Katumbi, on en serait à la loi Tchani aujourd'hui. N'en déplaise aux gens. Vous pensez vous pensez que c'est le chef de l'État qui a... Entre autres, qui a pesé de son poids. Pour que la loi Tchani ne passe pas parmi lesquels nous aussi, on était contre ce genre de loi. Moi personnellement, je n'étais pas d'accord avec ce genre de loi. Je ne pense pas que... Le problème aujourd'hui, c'est que l'opposition pense que ceux qui les représentent ne sont plus des leurs.
notamment le PPRD et les autres. Mais les élections telles que c'est parti, moi je dis aujourd'hui, quel que soit ce qu'ils peuvent dire, l'essentiel se passera le jour de vote. L'essentiel c'est quoi? C'est le bulletin de vote que chacun des citoyens mettra dans l'urne. L'essentiel c'est quoi? Dans un deuxième temps, c'est quand il y a le comptage. Il faut qu'il y ait des témoins partout dans la République. La difficulté qu'il y aura, où les hommes politiques n'avaient pas pris en main, c'était de savoir est-ce que nous on aura la possibilité ou des possibilités financières d'aligner des témoins partout. Le vrai problème est là. S'ils ont peur, ils n'ont pas peur des Kadima, ils ont peur de ne pas avoir... Même la Senco, lorsqu'elle dit qu'il y a danger, vous pensez qu'elle a aussi peur? Non, la Senco, c'est le tableau qu'ils ont brossé, je peux dire, dans l'ensemble, on ne peut pas réfuter les tableaux qu'ils ont brossés, mais ce que j'aurais voulu, c'est eux qui nous ont enseigné cela, qui est des propos nuancés. Ils n'ont pas su nuancer leurs propos. Tout est noir, tout est au rouge. C'est là que je ne suis pas d'accord avec eux. Ils pouvaient dire que actuellement le régime a fait telle chose, ça va dans le bon sens, mais il fallait faire tel pour ne pas tomber dans ce genre de choses, des crises telles qu'on connaît, où les prix augmentent au niveau des marchés, la valeur de la monnaie ne fait que baisser. S'ils avaient nuancé leurs propos, ce sera entendable. Mais le problème, c'est qu'ils ont tout est au rouge, tout est dans le panier à jeter. Non, il y a des avancées. Certes, le peuple attendait plus, mais il y a un minimum d'avancées qu'il faut reconnaître. Je ne vais pas rentrer dans l'économie sur les indicateurs économiques, c'est peut-être pas les débats, mais il faut dire, pour pouvoir dire qu'il y a une évolution positive, mais il faut partir d'un point donné. Jusqu'en 2018, on était dans quelle position économique? Si les régimes passés avaient fait son travail correctement, on n'aurait pas eu de problème de maïs. Non, mais si le régime actuel, dès le départ, il y a 2 ans, il y a 3 ans, avait pris des précautions de corriger un certain nombre de choses importantes, notamment de développer l'agriculture, on n'en serait pas là. Là, il y a une responsabilité partagée entre l'ancien régime et le nouveau régime. Gandhi, mais par ailleurs, il y a des avancées dans d'autres secteurs, tels que les infrastructures, tels que l'enseignement qui est gratuit, dont certains parents profitent. La majoration des salaires des enseignants, malgré je crois qu'on se perd un peu là. Des prix, des premières nécessités, il y a quand même quelques avancées. La déclaration de la Senco n'est pas sur la gouvernance. Ah oui. On les casse sous examen. On parle du processus électoral, on alerte qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Hier, vous n'avez pas suivi. Il parle, oui, je suis ici sur mauvaise gouvernance. Je suis focus sur le processus électoral. Ouais. Ok. Parce que la Senco pense qu'on parle, il y a des élections. Nous sommes à 6 mois des élections, c'est quand même important d'en parler. Okay? Il fallait en parler avant. Voilà. Donc, ils pensent qu'il y a des choses qu'il faut revoir. Il faut un audit. Il faut que cet audit soit fait. C'est pas une obligation. Est-ce qu'on peut réévaluer le poids de la Senco d'abord? S'il vous plaît. La Senco, c'est catholique. Non? Attendez, s'il vous plaît. C'est 40% de la population. C'est 40% des Congolais sont catholiques. On va en arriver là. 40% des Congolais sont catholiques. On va parler du poids de la Senco. Parce que autrefois la Senco soutenait l'opposition, elle avait le poids. Autrefois, il n'y avait pas autant d'églises protestantes. Non. Permettez. De Mobutu, et il y a des passages de Mobutu qui parlaient de ces nouvelles églises de réveil. Permettez que je finisse ma question. Si la Senco existait, ou à l'époque de Kabila, si la Senco existait, je ne connais pas la date de création de la Senco, mais la proportion de catholiques était beaucoup plus élevée. Aujourd'hui, les catholiques ne sont que 40%. Okay. Avant, l'État congolais était catholique. Alors, permettez que je finisse cette question. Elle n'a pas le même poids. La Senco pense que le processus électoral est entaché de beaucoup d'irrégularités. Certes, elle n'est pas dans la logique de récomposer la CENI, mais elle veut tout de même que l'audit soit fait par des organes crédibles et aussi qui soient d'ailleurs surtout des organes internationaux. Oui. Mais est-ce que vous ne pensez pas que toutes ces alertes valent la peine qu'on les écoute et qu'on s'arrête un moment pour évaluer les choses et aller à des bonnes élections?
Mais il y avait la CENI avait demandé à la francophonie de venir ici pour auditer, qui est un organisme. Mais c'est vous qui avez refusé que ça soit fait par. Ce sont les droits de l'homme, les institutions de droits de l'homme qui ont refusé. Oui, au nom de la souveraineté. Quelle souveraineté? Puisque dans le passé, au nom de la souveraineté, vous voulez que ce soit d'autres institutions. Et surtout qu'à la tête de la francophonie, il y a une Rwandaise, on a dit que ce serait une façon de... Les politicailles parlent de ça, mais la tête de la francophonie, même si c'est une Rwandaise qui est à la tête, mais l'institution, ce n'est pas le Rwanda qui gère la francophonie. Nous avons aussi nos représentants là-bas. Là, tu vas avoir une influence. Oui, mettons, les gens, les institutions de droits de l'homme ont refuté la présence de la francophonie. Ce n'est pas la faute de la CENI. Okay. Encore que la CENI, dans ses prérogatives, n'a pas obligation de faire en sorte que l'audit vienne de l'extérieur, que ce soit international. Non. Mais si c'est pour plus d'assurance, plus de confiance, parce que on suppose que ce qui est fait à l'interne, c'est peut-être influencé. Ça peut subir une certaine influence. Alors, il faut que ça soit fait par un organe qui vient d'ailleurs. On va faire appel à quel organe, par exemple, ici, dans notre pays? Il y a beaucoup de structures qui s'occupent des questions électorales, qui sont dans la société civile, qui peuvent bien faire ces travaux. On a vu des structures se proposer. Disons, il y a peut-être eu des fautes là-dessus. J'ai dit le vin est tiré, il faut le boire. On n'a plus assez de temps. Alors aux élections, s'il y a des rectificatifs, préparons-nous à l'avance. N'attendons pas à 1 an ou 2 ans des élections. Préparons-nous à l'avance pour corriger là où il y a eu faille. Le vin, pour le moment, il est tiré. Partageons ce vin-là, il faut le boire. Il est tiré, c'est le même avis que vous avez, madame? Le vin est tiré, on doit aller coûte que coûte aux élections. Je pense qu'il faut arrêter. La conférence nationale, c'était 80 à 92. Les histoires des dialogues, de faire des contre-positions. Finalement, on devient une nation indisciplinée au travers de l'international. Et on donne un mauvais exemple à nos jeunes. L'Église catholique doit donner des valeurs, et d'ailleurs le nonce apostolique a fait une messe pour les évêques, ils se sont réunis ensemble et tout ça, et le mot d'ordre c'était que l'Église est là pour amener Dieu au milieu du village, dans le peuple, et c'est Dieu qui va changer, c'est Dieu qui va régler les comptes. Dieu va régler les comptes avec toute autorité. Moi, j'ai apprécié le fait que lors de l'investiture du président de la République, Dieu a tenu le cœur de ce président. C'est-à-dire au moment où il est élevé président, c'est à ce moment-là qu'il a un malaise. D'autres ont dit que il a fait il a dit des phrases incantatoires. Il est rentré dans les... Mais c'est clair qu'il était en train de faire un malaise. Ok, on lui avait donné un gilet pare-balles trop lourd. Ça fait faire des convulsions, voilà. Et comme il n'avait pas l'habitude de porter ce genre d'artefacts avec la chaleur, les attentes qu'ils ont eues, c'est comme si à ce moment-là, Dieu a fait comprendre à ce monsieur qui est devenu président que je viens de te donner la présidence, mais je peux te retirer la vie. Vous voyez, quand Dieu donne des signes comme ça, normalement, des gens comme des catholiques, les gens comme les chrétiens, les protestants, même les kimbanguistes, voient que Oeza signe Yanzambe. Donc, à un certain moment, en tant que chrétien, et la Senko est d'abord une entité chrétienne. Okay? Et d'ailleurs, dans cette histoire de CENI, il y a des confessions religieuses et des croyances de notre pays qui ne sont pas représentées. Il y a d'autres religions. Bon, il y a une minorité juive, Katumbi est juif. Est-ce qu'il y a un représentant juif à la CENI? Non. Il est chrétien aussi, Katumbi. Mais il a dit non, mais attendez, on ne va pas quand même mêler les juifs. N'ayez pas peur, mon grand-père était juif aussi d'origine, donc je ne suis pas antisémite. Mais c'est pour vous dire, non, mais on va pas ici dans ce pays, il y a d'autres confessions que celles... Ici dans ce pays, il y a d'autres confessions que celles qui sont représentées par rapport à la CENI. Alors, il y a des gens qui disent que normalement, notre pays, il n'est pas religieux. Mais pourquoi maintenant la religion vient se mettre dans la CENI? Non, mais la religion, elle est dans la société civile. Parce que la vient de parler, il dit qu'on constate que lorsqu'on est dans l'opposition, c'est que l'Église catholique est utilisée pour bloquer des institutions laïques de la République. Le processus électoral. Le processus électoral. Et leur supérieur, qui est le nonce apostolique, qui est représentant du Vatican, a rappelé à l'ordre, à sa manière, dans son homélie, en disant que le rôle des responsables chrétiens,
c'est de mettre le Dieu au milieu du village, parce que c'est que Dieu qui peut changer cette histoire dans ce pays. À un moment, nous devons avoir confiance. Et la majorité des chrétiens vont le dimanche prier. Ils ont des veillées de prière. Pendant la semaine, ils ont des jours de prière pour les institutions, pour les décideurs. Mais, madame, vous savez, la balkanisation aurait dû se faire depuis longtemps. Si ce n'était pas les chrétiens, voilà, ce serait déjà balkanisé depuis longtemps. La question que je pose, je reviens sur cette question. Vous pensez qu'aujourd'hui, c'est vrai, l'opposition avait à un certain moment fait de cette question électorale une question de vie ou de mort. Mais après, au nom du patriotisme, je sens que certains opposants ont quand même arrondi les angles. Ils ont compris que on doit bien faire les choses, même si ça se faisait tard, parce que voir le schéma que propose Martin Fayulu, de recomposer la CENI, de recomposer la Cour constitutionnelle, on va carrément aller... on enfreint la Constitution. On enfreint la Constitution. Voilà, mais s'il faut bien faire les choses... Ce n'est pas bien faire que de enfreindre la Constitution. La Constitution, j'ai l'impression que vous voulez qu'on aille à tout prix aux élections, même si c'est mal fait. Oui, parce que sinon on est une dictature. Ce qui est le fondement de la démocratie, c'est d'abord que les délais électoraux soient respectés et que tous les niveaux d'électorabilité soient mis à la disposition de la population. C'est de la tricherie. Kamitatu a dit que l'administration Tshisekedi veut tricher. Non, ce sont eux qui veulent tricher parce qu'il y a des lois que eux-mêmes ont édictées pendant 18 ans. Pourquoi ils ont peur des lois auxquelles ils ont participé? Ils ont participé à l'élaboration de ces lois-là. Mais donc c'était seulement pour eux. Maintenant, un autre président vient, il est obligé de jongler avec ces lois. Vous croyez que c'est facile pour cette administration de jongler avec des lois où il y a des trous? On sent bien qu'il y a des choses qui sont faites mais s'il décide au mépris des lois. Donc, comment ça au mépris des lois? Denis Essang avait fait le tour de tous les partis politiques pour savoir qu'est-ce qu'il pouvait proposer. Qui l'a empêché de faire ses propositions? Mais les gens qui sont là, qui étaient FCC et qui sont devenus Union Sacrée, qui les a mis là? C'est Kabila. Alors, ce sont des gens qui étaient des potes à Moïse Katumbi, c'était des gens qui étaient avec Matata Pogno, ce sont des gens qu'on n'a jamais, et on leur a permis d'être là pour les élections. Donc on ne peut pas remettre en question toute une assemblée nationale qui elle-même s'est décidée de devenir Union Sacrée. Vous voulez qu'on fasse quoi? Alors, on va tout arrêter. En fait, moi, je décris cette opposition comme anarchiste. Dès qu'il y a des lois établies, ils vont en dehors des lois. C'est pas normal. On ne peut pas continuer comme ça. Et c'est ça que la communauté internationale attend. C'est ça que les rebelles attendent. C'est ça que le Rwanda attend. Et c'est ça que tous les alliés du Rwanda qui sont autour de nous, où le Rwanda a fait des accords militaires, ils attendent que Topouatana. C'est ça le problème des Yakateke. C'est ça le problème de la province du Kwango. Il faut que ça pète de l'intérieur. Or, c'est le moment où tous les patriotes congolais doivent soutenir les élections. Et quand vous voyez la communauté internationale et l'ennemi du Congo qui annonce déjà à l'avance que les élections ne vont pas se faire, ça veut dire que Balingi élection l'opposition roule aujourd'hui pour les chaos. Mais mais ils l'ont dit. Daniel Safou avait dit au début, ça va péter. Et qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il est passé à la télévision après le 20? Il faut rentrer dans les maisons des gens. Mais c'est ça que les Yaka et Teke font. C'est ça la province de Kwango font. Et quand au départ, Mozito avait dit qu'il était parti pour se renseigner sur tous ces fermiers qui arrivent, on lui a dit que non, c'est quelqu'un Mokonzi à pays. Il a demandé de montrer-moi la photo. On lui a montré la photo de Joseph Kabila. C'est lui là maintenant qui dit que oh non, on ne doit pas aller, il faut résister. Donc vous voyez que tous ces gens, ce sont des oiseaux de même plumage qui tiennent le même langage. Kagame avait dit quoi? Il n'y aura pas élection. Comment toi tu es le président d'un autre pays? Toi-même tu es pour 34 ans. Jusqu'en 2034 il peut rester ou un truc comme ça. Donc toi tu t'occupes pas des histoires du pays là, tu t'occupes seulement du président ici de nos élections. Et vous voulez dire que les opposants disent le même langage pour finalement que le pays... Mais écoutez, les oiseaux de même plumage vont tenir le même langage, ils vont faire la même chose. Ok. Hein? Alors nous allons, parce que là nous sommes en train d'atterrir, le dossier Matata, un autre candidat qu'il cherche par ses lieutenants, selon ses propres termes, il cherche à les disqualifier par ses lieutenants, donc il est en train d'appuyer sur l'appareil judiciaire, le Sénat pour livrer Matata, et finalement l'homme a récusé il a récusé le procureur, il a retiré sa confiance à son président de la Chambre haute, et tout d'un coup il a même déposé une plainte contre lui.
vous pensez encore comme Mme Linda que c'est aussi une stratégie des Katumbi d'écarter tous les leaders sérieux pour rester seul dans la course vers la présidence au Congo? Oui, j'aimerais quand même d'abord compléter sur l'autre point, madame. Il a dit, moi je vais le dire avec d'autres mots, avec des signes, des sigles, les léopards qui composent l'équipe nationale. Ce sont des joueurs qui viennent des différents clubs ici à Kinshasa, entre autres. Et quand ils sont des antagonistes entre TP Mazembe, Vita, Imana, etc., ils sont antagonistes. Mais quand ils sont dans l'équipe nationale, ils travaillent et ils bossent pour un seul drapeau, un seul pays. Tout à fait. Vous voyez, quand ils sont ensemble, les résultats que ça donne. On devrait faire la même chose au niveau de la politique. Aujourd'hui, le pays est en difficulté à l'Est. Pas seulement à l'Est, à Kwango, comme Madame l'a dit, Tekeyeke, Yaka. Oui. Mais il y a aussi, ici même à Kinshasa, plus près de nous, dans chaque commune aujourd'hui, il y a des quartiers où il y a des risques énormes, même à partir de 18 heures. Pourquoi il y a ce problème-là? Il faut que tous, ce moment difficile du pays, l'opposition pense que c'est de l'incapacité de l'actuel régime de pouvoir travailler pour assurer la sécurité des Congolais, assurer la sécurité des biens des personnes. Mais entre-temps, on est en train de tirer chacun la couverture de son côté. Non, mais ça, c'est pas le travail de l'opposition. Excusez-moi. Non. En ce moment, ça ne devrait pas être comme ça. Non, l'opposition ne gère pas, mais comment est-ce que vous voulez que l'opposition... que l'opposition n'est pas au pouvoir, s'occupe de la sécurité des citoyens à faire évoluer les choses, puisque l'opposition doit critiquer le pouvoir là où ça fait mal, là où ça va mal, et faire même de contre-propositions, de propositions. C'est ça la vraie opposition. C'est pas une opposition qui éternellement tire la couverture de son côté. Quand il s'agit de l'intérêt national, l'intérêt du peuple, on doit être ensemble et regarder dans la même direction, se donner le moyen, non seulement au niveau de l'intelligence, même veiller aussi à ce que le pays ne soit pas mis en danger. Ceci dit, répondez, Matata, aujourd'hui il est inquiété, il est vraiment mis en mal parce que... Non. Il s'est plus mal placé, il est inquiété. C'est le peuple qui doit s'inquiéter sur le laisse libre. Il doit expliquer au peuple ce qu'il a fait avec des millions, voire même ça approche les milliards de l'argent qu'il a pris. Est-ce que Matata était... La zarianisation, il y a les 1000 écoles qui devaient construire chaque année, il y a des universités qui devaient construire, quelques routes qui devaient construire. Monsieur Gandhi, rien n'est fait. Allons-y, Molo. Est-ce que Matata était... Ça coûtait combien? Non, juste, j'ai fini là avant que vous puissiez me poser une autre question, sinon je vais perdre l'idée. Vous savez, là, à Maluku, ils ont dépensé, si j'ai le bon chiffre, plus de 250 millions pour faire le marché international. Vous le savez. On a posé la première pierre. C'est lui qui a posé la première pierre. L'argent était déboursé. Qu'est-ce qu'il en a fait? Est-ce que si vous allez à Maluku, au niveau du marché international, il y a un début de travaux? Mais il y a un problème. Il doit... Je ne dis pas il a pris tout cet argent. Comme lui, c'était le responsable, qui viennent s'expliquer. Mais attendez, le problème n'est pas celui de venir s'expliquer. Mais le problème, c'est la manière dont vous procédez pour faire pour traiter cette question. D'abord, il y a l'ancien président de la Cour constitutionnelle qui a dit clairement que la Cour était incompétente et ne pouvait pas juger Matata. Mais on voit encore des manœuvres tendant à le faire arrêter ou encore à le ramener plutôt à la même Cour qui s'était déclarée il y a quelques années ou quelques mois qu'elle était incompétente. Ça pose un problème de la justice. Il y a un problème au niveau de la justice. La cassation dit « je ne peux pas compte tenu de ». Et renvoie à la cassation. La cassation dit « je ne peux pas compte tenu de ». Mais à la fin, vous voulez que ce soit la verdict populaire, que ce soit le peuple qui puisse les questionner. Maintenant, on va procéder comment? Voilà pourquoi il trouve que c'est un montage contre lui. Mais lui, il faut qu'il propose la démarche qu'on peut suivre. Non, mais c'est pas à lui de proposer. Non, mais qu'il laisse la justice suivre son cours. Quelle justice? Parce que la même justice s'est prononcée qu'elle était incompétente. Il dit on est en train de l'attaquer puisqu'il est candidat au niveau des élections. Bien évidemment, il pense qu'il est le seul sérieux, au fait. Mais qu'il aille devant les micros, devant les juges, devant la population, il faut que ce soit populaire pour s'expliquer, démontrer qu'il n'y est pour rien, c'est juste le fait que, etc. Qu'il aille prouver son non-sens. On dit pas, il n'est pas condamné jusqu'à ce jour. On lui demande simplement d'aller s'expliquer.
Mais est-ce que vous ne trouvez pas que tout ceci discrédite un peu ces processus qui Non, mais je vous dis que la cassation a dit non, qu'il ne peut pas. La Cour constitutionnelle a dit non. Et finalement, aujourd'hui, le nouveau responsable dit non. Suivant tel article, si j'ai bonne mémoire, 164, je ne peux pas dire de bêtises, on peut quand même, compte tenu des nouveaux éléments dans les dossiers, on va rappeler M. Matata qu'il vienne s'expliquer. Ce n'est que normal. Ce n'est que normal, puisque si lui n'est pas jugé par rapport à ce qu'on lui reproche, mais en ce moment-là, laissez tous les citoyens qui sont dans les prisons en liberté. Non, et il a fait mal au pays. Tout ce qu'il n'a pas pu faire par rapport ce qu'il n'a pas fait par rapport à la construction des écoles et autres, c'était les premiers à s'acharner au régime actuel en disant ils ont fait la gratuité, maintenant les élèves sont à 100 dans une classe. S'ils avaient construit à l'époque les 1000 écoles par an, on ne serait pas en très grande difficulté. Non, ce monsieur-là doit s'expliquer. Il doit s'expliquer. Ou alors vous l'invitez ici, vous lui posez à côté de vous qui est un magistrat, qui sache vous compléter au niveau des questionnements. En tout cas, je ne crois pas qu'il sera d'accord avec ça. Madame Linda, je vais emprunter les mots de monsieur l'abbé Chollet qui vient de se prononcer. Il dit que lorsque vous êtes dans l'opposition, quand on est dans l'opposition, on est chantre de la démocratie. Une fois au pouvoir, on devient... on commence à reproduire les mêmes actes qu'on a condamnés hier. Aujourd'hui, Matata Ponyo poursuivi, on sent, selon lui, il est convaincu que ça c'est un complot pour l'écarter. Okay. Et vous pensez vraiment que cette façon de faire de la justice ne la discrédite pas? D'abord, on commence par dire qu'on est incompétent, on ne peut pas les juger, et puis après, on revient à charge pour dire non, on peut toujours, on peut. Cet tâtonnement, est-ce que ce n'est pas pour confirmer la thèse selon laquelle il y a beaucoup d'amateurisme au sommet de l'État? Bon, d'abord, j'aimerais reprendre quelque chose par rapport à l'insécurité dans les quartiers, que ce soit à Kinshasa ou que ce soit un peu partout en RDC. Alors, on voit tous ces jeunes qui sont avec des machettes. Ça commence à 12, 13, 14 ans, jusqu'à 18 ans, peut-être 25 ans, jusqu'à 35 ans, comme ici. On dit que Bana Bazaka Kabana a 35 ans. Et ils utilisent des machettes maintenant. Il y a une machettisation de la République démocratique du Congo. Ça ne fait pas partie ça de aussi, là, c'est encore dénonce. Il y a une brigade des l'UDPS qui opère. Ça ne fait pas partie de... Une milice ça fait pas partie de notre culture. Oui, c'est aussi facile de porter des t-shirts de la brigade, de mettre une casquette de la brigade et de dire que je suis de la brigade de l'UDPS. En attendant, est-ce qu'il y a eu vraiment vérification qu'à chaque fois que soi-disant cette brigade a été faire quelque chose quelque part, c'était vraiment la brigade? On a vu une fois des vidéos. Une fois. Oh, donc à partir du moment où c'est passé, une fois c'est facile. C'est comme les gens. C'est comme tous les gens qui ont une catch. Est-ce que tous les gens qui ont une catch kidnappent, enlèvent les gens? Donc on a vu une fois. Alors, ce que moi je constate, et j'ai fait la remarque une fois sur Twitter, c'est que ce n'est pas des enfants de 4-5 ans qui sont avec des machettes dans la rue. Cette génération que nous voyons être de mettre l'insécurité avec les machettes dans la rue, c'est la génération Kabila. Ce sont ceux qui sont passés dans la formation académique. Vous n'allez quand même pas passer tout le mandat à se plaindre, à s'apitoyer sur votre sort, à ne parler que de Kabila. C'est de la logique. Ces enfants ne sont pas nés sous l'administration Tshisekedi. Ce n'est pas l'administration Tshisekedi, ce n'est pas l'administration Tshisekedi qui a formé ces enfants, qui a éduqué ces enfants. Ce n'est pas l'administration. Je ne parle pas, c'est un constat scientifique. C'est ça les statistiques. C'est pas de la plainte, c'est un constat. Il faut arrêter d'avoir ce sont des langages d'école primaire. Ça, c'est un langage d'école primaire. Un constat, un responsable fait le constat de la situation. Même s'il faut mais est-ce qu'après 4 ans, bientôt 5 ans, on doit continuer à ne parler que de Kabila? Les enfants nés sous l'administration Tshisekedi ne sont pas avec des machettes dans la rue. C'est les enfants nés sous l'administration. Un enfant de 4 ans ne peut pas tenir. Vous avez vu des enfants de 4 ans tenir la machette et aller tuer les gens. Mais donc, ce n'est pas l'insécurité qui vient de l'administration Tshisekedi. Mais est-ce qu'en venant au pouvoir, Tshisekedi ne savait pas qu'il y a une sécurité et qu'il y a faisons le constat d'abord. Ces enfants ont développé ce comportement durant les 18 ans, 20 ans, alors, où on nous a amené des gens qui... Pendant combien d'années?
Il faut toujours constater. Chaque année, on fait des diagnostics. Et chaque année, on est. Et des solutions arriveront quand? Non, écoutez. Après 3 mandats, arrêter. Il faut. Oui. Les États-Unis se sont construits en combien de temps? L'Europe s'est construite en combien de temps? Vous croyez que c'était des mandats? D'ailleurs, c'était des dictatures. Napoléon était dictateur. Ouais. Tous les Napoléons étaient dictateurs. Aujourd'hui, la démocratie française ne jure que par Napoléon. Ouais. C'était un dictateur. Il faut arrêter de penser à l'européenne, à l'occidentale. Nous sommes dans un pays continent, s'il vous plaît. Il faut reprendre l'histoire du Canada. Il faut reprendre l'histoire des États-Unis. Il faut reprendre l'histoire de l'Angleterre. Donc ce n'est pas en 5 ans qu'eux ont construit leur pays. Alors, et qu'ils sont passés à la démocratie. Matata est inquiété. Et il est convaincu que ces manœuvres tendent à les disqualifier parce qu'il est les candidats sérieux. Okay. Qui fait peur. Alors pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de changement, moi je sais que quand Mzee Kabila est arrivé, on n'est pas passé par la justice pour juger les gens. Les leaders économiques, les leaders politiques et tout ça. Mais avec Joseph Kabila, on disqualifiait aussi. Il y a eu l'office des biens mal acquis, on a saisi les biens des gens. A-t-on saisi les biens de Matata Ponyo? Non. Saisir, il faut une procédure pour le saisir. Voilà, mais à l'époque de Kabila, il n'y a pas eu de procédure. On a saisi les biens de ceux qui avaient construit quelque chose. Vous n'allez tout de même pas et automatiquement, ce que vous avez combattu, ce que vous avez critiqué. Mais c'est la preuve que ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, si on te suspecte, on peut faire la même chose, mais sous on suspecte Matata Ponyo d'avoir détourné. Ça passe par le juridique. Il faut reconnaître ce changement-là. Sous Mzee Kabila, ce n'est pas passé sous le juridique. On a pris tout le tissu économique, tout le tissu politique, on a mis des gens en prison. Et je peux vous témoigner ça parce que mon père, son frère qui n'avait rien à voir avec la politique a été arrêté. L'autre aussi qui n'avait rien à voir avec la politique a été arrêté. Donc, 3 frères sont arrêtés, un fuit en exil. Okay. 2 personnes dans une famille qui n'ont rien à voir. Mon oncle n'avait même pas étudié, il a appris sur le tas pour faire des bateaux. Donc, hasard, du côté de poids lourd, il fait ses bateaux, on vient, on t'arrête. Tu n'as pas d'ordinateur, tu n'as pas de dossier. Tout ce que tu fais, c'est tu fais des bateaux. Tu achètes des moteurs, tu fais des bateaux, des baleinières. Pas ministre de l'Agriculture, vous lui collez cette affaire Boukangalon sur la il est responsable de la signature. Non, il est responsable. Le problème aussi, vous avez dit quelque chose, c'est la méthodologie. Okay? Ce qu'on aurait dû faire, c'est peut-être à l'américaine. On ouvre une grosse enquête et on interroge tous ceux qui sont incriminés là-dedans. Pas seulement Matata Ponyo, pas seulement pas seulement Matata Ponyo, pas seulement les Sud-Africains. Oui, mais maintenant, est-ce que c'est notre faute si ces gens se sont évadés et que le seul qui est venu se présenter, c'est lui le signataire du projet. À quel point il est crédible, il n'a rien à voir avec cette il est revenu. Il est revenu. Mais oui, mais maintenant, pour faire face à la justice, mais pourquoi c'est un problème d'aller devant la justice a dit qu'elle ne pouvait pas les juger. Oui, mais si. Et que, ben voilà, les dossiers pouvaient s'arrêter comme ça. Mais si les manœuvres qu'il y a autour... Si ça pouvait s'arrêter, pourquoi le procureur, en foi de quelle loi, il peut encore le convoquer? Écoutez, les lois ne se limitent pas. Combien de gens ont des procès de 10 ans, 20 ans? Il y a des gens qui récupèrent une maison après 20 ans. Pourquoi? Parce que vous avez une procédure. Il y a une procédure. C'est ça le droit. Et je pense qu'il a les moyens de passer dans tous les tribunaux du monde, comparé à tous ceux qui ont fui, qui n'avaient peut-être pas les moyens. Mais maintenant, l'administration, en fait, ce que vous nous demandez... Est-ce que c'est parce qu'il a ce que vous nous demandez, c'est que dès que quelqu'un qui est dans l'opposition est suspecté de détournement, il ne faut pas le déranger. La justice ne peut pas le déranger. C'est ce que vous êtes en train de dire. Non, et qu'on doit seulement continuer d'arrêter les gens de l'administration Tshisekedi, les faire interroger, qu'ils soient pris par les sécurités, qu'ils soient pris par la police, qu'ils aillent en justice et qu'ils soient jugés ou qui passe en prison, mais lui, il ne peut pas. Il n'est pas coupable. Lui, il a une immunité. En plus, lui, il a une immunité. Vous êtes tout simplement en train de vouloir l'écarter. Qui a été déjà levé. Qui est en train de vouloir l'écarter? Lui-même veut s'écarter.
Lui-même veut s'écarter. Parce qu'il est convaincu que c'est lui l'homme par qui la solution ou la stabilisation du pays viendra. Tout. Et d'ailleurs, je trouve ça bizarre. On a fait toute l'émission et c'est le seul que vous avez mis dans l'écran. J'ai pas vu que quand on parlait de ça c'est la régie. Il faut demander pourquoi est-ce que la régie n'a pas mis les visages de tout le monde. Mais d'habitude, vous êtes en train de dire que l'administration Tshisekedi se plaint, le président de la République se plaint. Mais Tozo Yokamoto, Azo se plaindre tout le temps. Mais tu es leader, tu veux être un gérant du pays et avant même que tu sois élu, tu te plains. Quand ça ne va pas. Mais non, il se plaint. Quand il dit que c'est un acharnement. Hein? Mais Lula, c'était un acharnement. Il a été mis en prison et il est finalement passé président. Et qu'est-ce que Jean-Pierre Bemba doit dire? Il croyait que le Sphinx va renaître. Qu'est-ce qu'il doit dire? L'ancien président américain qui est aujourd'hui. Alors, on est Étienne Tshisekedi. Moi, j'étais à l'aéroport en Europe à l'époque quand les gendarmes sont venus arrêter Étienne Tshisekedi à l'aéroport. C'était pas un acharnement. C'est-à-dire que vous pouvez pas critiquer la personne qui est en place et vous-même vous êtes en train de faire ça. Mais dites-moi maintenant, moi, je voudrais que vous me donniez une réponse, même si vous allez me dire c'est moi qui pose des questions. La réponse. Mais pourquoi? Je vais vous retirer la parole parce que là on est pratiquement à la fin. Je vous donne chacun. On va finir avec vous parce que c'est votre anniversaire. Je l'ai dit tantôt. Monsieur Gandhi, votre mot de la fin. On est complètement à la fin de cette émission. Tout ce qu'on a pu balayer ici, si vous voulez vous résumer, vous êtes libre de passer le message que vous avez. Difficile de pouvoir me résumer, puisqu'il y a tellement de choses à dire qu'on ne peut pas, au cours d'une émission, finir tout. L'essentiel, tout ce qu'on peut retenir. L'essentiel, c'est quoi? D'abord, bon anniversaire à Madame Linda. Ça, c'est fait. Mais moi, je pense que Tshisekedi va gagner les élections, qu'on le veuille ou non. Puisqu'en face, le seul opposant qui peut faire face, et encore, avec un pourcentage moindre, c'est Moïse Katumbi. Les autres n'existent pas. Celui que vous cherchez à disqualifier aussi par Non. Mais la preuve en est qu'il va être candidat. Il y aura les bulletins de vote. Je pense que partout, les gens peuvent être... Peut-être qu'on attend la dernière minute pour faire passer ça. Moi, dans ma façon de voir les choses, c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent politiquement. Moi, à la place de Moïse, je serais resté comme Bemba aux côtés du président actuel. Donc vous êtes en train de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'opposition. Être candidat en 2028 ou en 2033, puisqu'il est encore jeune, mais il va dans la précipitation. D'autant plus que son parti, ce n'est pas un parti de masse, c'est un parti des cadres. Mais pour gagner les élections dans ce pays ici, il faut être un parti des masses. Puisque la masse, c'est la masse qui est majoritaire. Les élections, c'est des calculs. C'est des calculs. Quand on regarde la situation d'aujourd'hui, malgré les difficultés qui existent, mais je ne vois pas, les citoyens dans leur majorité, ne voient pas qui peut faire l'affaire. Faute d'avoir un candidat réellement sérieux, je ne pense pas, même par défaut, le président actuel sera réélu. Gandhi Kassende. Mais ce que je lui demanderai, c'est de revoir sa copie et de ne pas refaire la même politique avec le même cadre qu'il y a aujourd'hui. Il faut renouveler, jeunes ou moins jeunes, renouveler des gens qui peuvent apporter c'était votre mot de la fin. Nouveau. Gandhi Kassende, je vous dis merci. Je vous en remercie. Madame Linda Endundo, joyeux anniversaire à vous. Merci. Vous allez clôturer spécialement cette émission. Je vous laisse les micros. Demain j'ai 53 ans et on verra si dans félicitations. Merci. Vous l'avez pas caché. Qu'est-ce que vous avez dit? Demain j'ai 53 ans. Non. Oui. Vous avez l'air, c'est faux. Vous avez l'air aux téléspectateurs d'une de jeune ne pas femme. Croire à ça. Moi, je connais sa date de naissance. La dame qui est devant vous a à peine 32 ans. Vous avez fait la Belgique, non? C'est pas normal. 32 ans. Non. Ok, madame, je vous en prie. Et c'est important pour les jeunes filles de savoir que voilà, elles peuvent traverser différentes étapes et qu'elles n'aient pas peur de l'âge et qu'elles n'aient pas peur des accomplissements que Dieu peut leur donner. Maintenant, moi, je pense le vrai opposant en République démocratique du Congo est celui qui va étonner tout le monde, c'est Muzito. Il est beaucoup plus structuré, il est beaucoup plus organisé, il s'est implanté partout, sobrement, calmement. Quand il s'exprime à la presse, il tient la route. Ça, c'est le vrai poulain opposant de Félix Tshisekedi. C'est le vrai.
pour moi. Ouais. Donc l'avenir nous dira. Et je pense que c'est lui, dans l'opposition, qui aura beaucoup plus d'élus. À mon avis. Okay. Oui. Alors, en ce qui concerne Moïse Katumbi, le problème, c'est qu'il a des hautes pointures, donc mon père, que je pense n'est plus vraiment présent dans ce parti, parce que on ne voit pas dans les dernières manifestations les hauts cadres, les hauts cadres du PDC n'ont pas participé au sit-in, n'ont pas participé le 20. Discrètement, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Parce que, franchement, PDC est présent à Kinshasa. Donc, PDC pouvait rallier des troupes pour venir soutenir. Mmh. Alors, le problème de Moïse Katumbi, c'est qu'il ne prend pas les plus intelligents. On voit même Moïse Kamita, quand il parle, mais moi, je l'ai entendu parler à Top Congo, et des fois, par rapport au programme des projets. Non! La personne qui est bien intelligente à tes côtés, tu ne le mets pas en avant. Mmh. C'est des gens qui insultent. Des gens qui sont agressifs, qui ne savent pas argumenter. C'est comme s'il dit aux plus intelligents dans son parti, je ne veux pas commencer à citer. Vous savez, je me suis fait tellement insulter sur Twitter par certaines personnes que je ne vais pas leur donner l'importance qu'ils aimeraient avoir à ce qu'on les réponde et qu'on cite leur nom. Mais, et c'est récurrent. Vous avez une armée virtuelle katumbiste qui salit ce personnage. Alors peut-être qu'il peut-être qu'il est bien, mais les oiseaux de même plumage, c'est-à-dire que quand vous êtes le boss et qu'on vous met en copie, ok, et qu'en copie, c'est des insultes à caractère misogyne, intime, je ne vais pas utiliser le mot S, intime, des choses qui se passent dans la chambre, excusez-moi, c'est Ensemble pour la République. C'est Ensemble pour la République. Okay. Et ce que aussi la dynamique de son parti, c'est, il s'appelle Ensemble, mais à chaque fois qu'il est quelque part, il y a division. À Genève, il y avait eu division. Arrivé ici, la Moukaï s'est divisée. C'est quoi, ça, les blocs, les sous divisés. C'est très fort. Il agit. Oui. Donc, c'est-à-dire, vous prenez vous prenez un nom, mais ce que vous faites, c'est le contraire. Merci, madame. Merci, messieurs. Merci d'être passés, partager ces plateaux. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. C'est votre première fois, mais je crois qu'on va vraiment vous inviter. Parce qu'on sent que vous avez encore beaucoup à donner. Ok, d'accord. À vous tous qui nous avez suivis de partout, c'est toujours un plaisir de vous savoir. Intéressés, scotchés devant vos postes téléviseurs à nous suivre. Nous vous fixons rendez-vous prochainement, toujours dans ces mêmes cadres pour décrypter l'actualité de notre pays. Au revoir.